juste commencer par une introduction toute simple. C'est que le mot vendre fait Mhm. peur. Oui. Le mot vendre, il fait peur parce que quand on est entrepreneur ou autre et quand on a quelque chose à vendre, juste le mot vendre fait peur parce qu'il est assimilé à être commercial. Et l'image du commercial, malheureusement, c'est une image qui a été dégradée au fil du temps. Euh, non pas parce que les commerciaux ne sont pas bons, mais c'est parce que certains d'entre eux ont eu des approches qui sont pas bonnes. Mm. Alors, Rachid, il y a des petites coupures de Donc, réseau. voilà pourquoi le mot Est-ce que vendre, ton Internet est OK? moi de mon côté, c'est OK. Moi aussi. Bon, c'est peut-être pas lié à nous. Très bien. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, C'est que non, des fois, ça tu coupe me et le ça dis. Au fige. pire, si, Ouais. si tu vois que ça fige encore, tu me le dis. J'essaie de me mettre Ouais. en réseau 5G. OK. Good. Donc, je te disais, on s'est aperçu que l'être humain, en fait, déteste qu'on lui vende, mais il adore acheter. Mm. Donc, du coup, euh, on va transformer, en fait, la vente en donner envie d'acheter. Mm. Le concept, on va dire plutôt le résultat entre la vente et le donner envie d'acheter, c'est le même. Il y a une transaction financière. Sauf que quand tu donnes envie d'acheter, la transaction, elle découle de la relation. Parce que tu vas créer une relation avec la personne, justement, et c'est de cette relation que va découler la transaction. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a une communication aussi qui se fait en amont en termes marketing, mais c'est beaucoup plus fluide et on sort de cet état d'esprit de je suis vendeur. Donc ça, c'est cette introduction-là. Et donc, on va parler plus particulièrement d'une partie du donner envie d'acheter, qui est le pitch. C'est une grande partie parce qu'elle est importante. Si on introduit plus précisément cette partie du pitch, quand je pitch et quand je présente quelque chose, si je le fais de manière structurée, psychologiquement bien préparée, euh, avec différentes étapes, et que personnellement, psychologiquement, je suis bien, ça va se ressentir. Et donc, ça va se ressentir en positif dans le sens où ce que je présente, c'est carré, c'est structuré. Donc, ce que je propose, c'est carré, c'est structuré. Si je pitch de manière floue, directement dans l'état d'esprit, dans la tête de la personne, bah, elle va se dire ce qu'il me propose, le produit ou le service doit être aussi flou que sa présentation. Donc, il y a déjà une première approche qui fait que quand on présente quelque chose, il faut qu'on ait de la certitude. Ce transfert de certitude. Il y a les trois confiances dans la vente. Il y a la confiance en soi, la confiance à ce qu'on propose et la confiance en son entreprise dans sa globalité. Je peux avoir confiance en mon produit ou mon service que je propose. Par contre, je n'ai pas confiance en la direction que mon entreprise prend. Je peux avoir confiance en la direction de mon entreprise, mais moi, je n'ai pas confiance en moi. Donc, il y a toujours un déséquilibre quand on n'a pas ces trois qui sont alignés. J'ai confiance en moi, j'ai confiance à l'offre que je propose ou au produit que je propose, et j'ai confiance en la direction, aux valeurs de l'entreprise que je véhicule. Quand on a ces trois certitudes, on est convaincu, et quand on est convaincu, forcément, on est facilement convaincant. Donc, on arrive à transférer de la certitude dans ce qu'on propose. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et on va voir ensemble quelques slides euh, qui ont été préparés déjà depuis pas mal de temps et on va travailler ensemble et présenter ça ensemble. Super. Merci, Rachid. Tu peux y aller. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc, forcément, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur le pitch. Il y a différents points qu'on va voir. Déjà, prendre son temps pour bien pitcher, c'est quelque chose qui est super important. On ne présente pas une offre comme ça, mais on est plus dans prendre son temps pour bien comprendre la personne avant de pitcher. Ça, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure. Ensuite, on verra que pitcher, ça se mérite. On n'est pas juste là à aller pitcher directement à tout va, n'importe quand et n'importe où, mais ça se mérite. On ne va pas proposer une peluche rouge à quelqu'un qui cherche un éléphant rose. Donc, on prend le temps et ça se mérite.
et on ne prend pas le temps de pitcher à une personne qui n'en vaut pas la peine, on respecte notre travail, on respecte notre posture, on se respecte nous-mêmes et donc ça se mérite. Ensuite, on verra la structure du pitch et l'annonce du prix. Donc, on ne va pas rappeler ça parce que c'est quelque chose qui va rentrer dans le détail, mais par contre, on pitch dans un appel de vente, en général, en dernier. On ne pitch pas au milieu, on ne pitch pas au début, on a besoin de comprendre, on a besoin de s'assurer que le challenge de la personne, on peut le solutionner, donc on pitch en dernier. Psychologiquement, le cerveau de l'être humain, il retient un petit peu le début, un peu le milieu, et on retient beaucoup la fin. Et donc, comme le pitch est à la fin, l'important, c'est bien, vraiment de bien préparer son pitch parce que psychologiquement, c'est ce qu'on retient le plus. Avant de pitcher, moi, ce que je recommande souvent, et j'en ai parlé avec Nathalie la dernière fois, c'est vraiment de toujours présenter ou raconter une histoire avant d'aller dans le pitch. Donc ça, c'est un tips que je vous partage ici sur la psychologie de la vente. Pourquoi? Parce que l'être humain a différents besoins émotionnels et parmi les besoins émotionnels, il y a beaucoup de personnes qui ont ce besoin de reconnaissance, d'appartenance. Et donc ici, avant de pitcher votre offre, c'est de raconter une histoire de quelqu'un que vous avez pu aider, que vous avez pu conseiller, qui a pu prendre goût à vos produits-services. Et cette personne à qui vous êtes en train de pitcher va se reconnaître là-dedans. Donc, juste un petit tips par rapport à ça. L'histoire égale fait plus chiffre plus émotion. Exemple. Donc, l'exemple de l'offre, c'est Manu, tu me permets de te raconter l'histoire de Ariane. Donc, c'est une personne que j'ai connue il y a quelque temps et beaucoup de similitudes parce que justement, elle traversait les mêmes challenges que toi. Donc là, je cite faits, les faits. Euh, j'ai pu l'accompagner et en 3 mois, elle a pu effectivement sortir de cette zone d'inconfort pour trouver sa voie, trouver cette confiance en elle. Euh, les chiffres, 3 mois. Pas plus tard qu'à 2 semaines, j'ai eu de ses nouvelles et elle se sent heureuse, confiante en elle et elle a pu développer certaines choses qu'elle n'a pas pu développer. Cette joie de vivre qu'elle a retrouvée et qu'elle cherchait tellement, je suis ravi d'avoir pris de ses nouvelles il y a 2 semaines. Émotion, joie de vivre, d'en rechercher, gratitude. Fait plus chiffre plus émotion, c'est l'histoire. Ensuite arrive le pitch. Quand on dit que pitcher se mérite, on s'accorde de la valeur. On est professionnel. On apporte quelque chose. On a appris sur le temps, on a eu des expériences, on s'est formé, on a investi en temps, en énergie, en argent. On sait ce qu'on vaut aujourd'hui. On s'accorde de la valeur. Je ne pitch pas mon offre à quelqu'un qui ne le mérite pas. On a confiance en nous, en notre offre. Ça, c'est super important. C'est le transfert de certitude dont je parlais au début. On a confiance en la capacité à aider avec notre produit ou notre service. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'a rien à vendre. Donc ça, c'est vraiment comprendre que ta posture, elle est importante quand tu pitches. Confiance en toi, confiance au produit, confiance en ta valeur à délivrer, confiance en ce que tu vas apporter, et ça se mérite. On ne pitch pas à tout le monde. Si la personne en face de moi ne reconnaît pas déjà mon travail ou ne me laisse pas en placer une, ou je sens qu'il n'y a pas de coachabilité, ou moi je sens que je ne peux pas aider, je ne pitch pas. Je ne présente pas. Mon énergie est importante, je ne la gaspille pas n'importe où. La structure du pitch, on a deux types de structures. On a soit un quoi et un comment. Je m'explique. La structure du pitch, c'est comment tu vas présenter ton offre. Euh, j'ai une offre d'accompagnement qui est composée de 2 composantes. Il y a le quoi en première composante et il y a le comment en deuxième composante. Le quoi, c'est le plan d'action. Voilà ce qu'on va faire. Voilà quelle manière on va. Qu'est-ce qu'on va voir en point A, qu'est-ce qu'on va voir en point B, qu'est-ce qu'on va voir en point C. Plan d'action. Deuxième composante, le comment. Voilà comment je vais t'accompagner à mettre en place le point A, le point B, le point C. Donc, une session de coaching, plateforme, etc. Donc, c'est le comment. C'est structuré. Le cerveau de l'être humain aime ce qui est logique.
on est dans du rationnel ici. On n'est pas dans de l'émotionnel. On est dans du rationnel, donc structuré de manière précise. Le deuxième modèle, c'est similaire, sauf que c'est juste deux noms qui changent. C'est l'expertise et la délivrabilité. Exemple, quand on est dans de l'accompagnement, on parle plus du quoi et du comment. Quand on est dans du consulting, on va plus parler d'expertise et de délivrabilité. On s'adapte en fonction de qui on a en face de nous. C'est super important de parler le même champ lexical. Donc, expertise, délivrabilité. L'expertise, voilà ce qu'on va voir en point A, voilà ce qu'on va voir en point B, voilà ce qu'on va voir en point C. La délivrabilité, eh bien, voilà de quelle manière on va aller chercher ce point A, aller chercher et mettre en place ce point B, ainsi de suite pour le point C. Un exemple tout simple. Euh, j'ai un programme d'accompagnement, par exemple, dans le développement personnel, où j'accompagne des personnes à gagner en confiance en eux, en estime de soi. Euh, mon programme d'accompagnement est composé de deux composantes. Il y a le quoi, qu'est-ce que je vais te permettre de mettre en place, et le comment, c'est comment humainement je vais t'accompagner à le mettre en place. Le quoi, il y a trois étapes. C'est un plan d'action en trois étapes. Et la première action, en fait, le premier point, la première étape de cette composante, ça va être cette confiance en toi. On va travailler sur cette confiance en toi. Et dans cette étape-là, il y a différentes sous-étapes où on va d'abord diagnostiquer, comprendre, analyser, relativiser, accepter. Une fois qu'on a fait ce travail, on passe ensuite sur l'étape 2 qui va être de travailler sur ton estime de toi. La confiance en toi est validée, on va aller chercher cette estime de toi, travailler sur ton image, l'acceptation aussi, de comprendre les différents challenges qui font qu'aujourd'hui tu as du mal à t'accepter, tu as du mal à comprendre ce manque d'estime pour mettre en place un plan d'action. Troisième étape, on a travaillé sur la confiance, on a travaillé sur l'estime, on va travailler sur un plan d'action d'atteinte d'objectifs futurs. Quels sont aujourd'hui tes objectifs que tu te fixes maintenant que tu as cette confiance en toi et cette estime de toi? Et on va mettre en place le plan d'action pour aller les chercher. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ouais, Oui. nickel. Okay. Je pose toujours la question. Oui, tu as raison. Super, continue. Je pose aussi la question quand je pitch. Oui, les C'est feedbacks important. au fur et à mesure. Exactement. Exactement. On demande un feedback Bien sûr. pour pas que la personne elle se sente seule. Il ne faut absolument pas faire aussi de monologue. Mhm. On intègre la personne avec nous. C'est un échange qui est vivant, le pitch. Mhm. Deuxième composante, comment je vais te permettre justement d'atteindre cette confiance en toi, cette estime de soi et cette atteinte d'objectifs? Eh bien, j'ai mis en place trois éléments qui vont être à ta disposition. Le premier élément, c'est qu'on va se voir une fois par semaine en visio, sur Zoom, en séance individuelle de 1 heure. Le but de ces sessions, c'est interactif, c'est que tu puisses, dans un premier temps, me poser tes questions, que je puisse te répondre en direct et en live. Et aussi, c'est de travailler sur des points précis en fonction des étapes où on sera ensemble. Et ça, c'est pendant 3 mois. Donc, une session individuelle pendant 3 mois. Deuxième élément, j'ai mis à ta disposition une plateforme de formation en vidéo où il y a des modules, mais également des replays à ta disposition pour te permettre d'avancer à ton rythme. Troisième élément, j'ai créé un groupe privé pour la communauté. On part du principe que ce n'est pas la motivation qui ramène l'action, mais c'est plutôt l'action qui amène la motivation. D'où la création de ce groupe où tu vas être avec des personnes qui sont comme toi, qui veulent atteindre ces objectifs comme toi, qui se tirent vers le haut. Et dans ce groupe-là, on y partage les réussites, les avancements, les victoires, qui vont te permettre aussi de te challenger et de te faire avancer parce que en voyant que les autres le font, rien ne t'empêche de le faire. Est-ce que c'est OK pour toi? Très bien. Et ensuite, on avance. Voilà pour l'exemple. Ouais. À chaque étape, on check que la Absolument. personne est OK. À chaque étape, on check que la personne a bien compris ce que tu veux dire, comment tu veux le dire. Donc, je vais répéter juste ce que je viens de dire qui est super important, c'est qu'à chaque étape de ton pitch, tu te dois de valider avec ton prospect
qu'il a bien compris chacune de ces étapes-là. Mhm. Un pitch, c'est pas un monologue. Fais intervenir ton prospect avec toi. Mhm. Donc, ensuite, on va continuer sur cette présentation. L'importance de personnaliser son pitch, d'avoir des questions rebonds, euh, c'est quand même quelque chose qui est quand même très important. Je ne vais pas présenter mon offre de la même manière si je la présente à Manu, qui est entrepreneur dans la santé mentale, par exemple, de la même manière que si je la présente à Ariane, qui est en train de se lancer. C'est complètement différent. Le Ouais. niveau de conscience est différent, l'avancement est différent, et donc je ne fais pas de la même manière. On parle le même champ lexical. Si je veux parler, par exemple, à Manu, il est fort possible que j'intègre des notions de santé mentale dans ma présentation, alors que peut-être que Ariane, ce ne sera pas le cas du tout. On s'adapte. Pourquoi? Parce que le cerveau de l'être humain aime ce qui est, encore une fois, le besoin émotionnel de reconnaissance. On aime quand on nous présente quelque chose de la manière dont on aimerait qu'on nous le présente. Tu sais, il y a une chose qui est très importante, Nathalie et tous les autres. euh, on dit souvent, on dit aux gens ce qu'ils veulent entendre et on leur donne ce dont ils ont réellement besoin. Mhm. Et ça, c'est pas par hasard. Parce que les gens, parfois, n'ont pas conscience de ce qu'ils ont vraiment et réellement besoin. Mhm. Et de leur dire, alors que tu les connais très peu, peut leur faire peur et les éviter de passer à l'action. Mhm. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est des professionnels de l'accompagnement. Et avant d'être un professionnel de l'accompagnement, dans n'importe quel domaine dans lequel tu es aussi un coach en prise de décision, sans le savoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, petite parenthèse, les métiers qu'on entend commercial, closer, etc., euh, c'est, c'est juste des noms. Être un closer, être un commercial, c'est juste un nom. À partir du Mhm. moment où tu es professionnel de l'accompagnement, tu te dois d'avoir cette fibre de coach en prise de décision pour aider cette personne à prendre la bonne décision pour elle. Et si Mhm. tu sens que ce n'est pas la bonne décision, ne lui pitch pas. Si tu sens que tu peux l'aider, vas-y. Et donc, c'est pour ça qu'on dit souvent ce qu'ils veulent entendre et on leur donne ce dont ils ont réellement besoin Mhm. parce que leur niveau de conscience à ce moment-là, tu as estimé, toi, que si je lui dis les choses qu'elle a vraiment envie d'entendre, et qu'elle a surtout besoin d'entendre, il se peut que ça lui fasse peur et qu'elle ne passe pas à l'action. Et Mhm. donc, je vais lui dire ce qu'elle veut entendre, mais moi, je sais ce qu'elle a réellement besoin et c'est ce que j'ai dans mon accompagnement et c'est ce que je vais lui donner et c'est ce qui va lui permettre d'avancer et donc d'atteindre ses objectifs. Mhm. En fait, tu ne mens pas, tu introduis une dimension de progressivité dans la prise de conscience. Donc une temporalité, c'est-à-dire que la personne, Absolument. elle est à un niveau de conscience qui est là. Pour faire ce qu'elle a besoin de faire, elle a besoin d'être là. Tu vas l'accompagner sur le chemin de là à là, au lieu directement d'essayer de artificiellement l'amener là où elle n'est pas encore. Absolument. On avance pas à pas dans cette prise de conscience. On ne ment jamais dans un appel Mhm. de vente. On ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a certains termes qui peuvent perdre les personnes. Oui. Un exemple. Si tu veux faire un programme d'accompagnement sur la partie, on va dire, allez, on va rester dans quelque chose qu'on connaît parce que Manu m'a interpellé avec la santé mentale. Donc sur la Mhm. santé mentale. Et tu as une personne qui veut se lancer. Si Manu pitch avec des termes techniques, il risque de perdre la personne Mhm. parce que ça lui fait peur, parce que c'est inconnu pour elle. Donc on ne rentre pas dans les détails techniques, on reste en surface. Et si on reste en surface, on utilise des termes et des mots que cette personne veut entendre. Exemple, vivre de sa passion. Exemple, s'intéresser à l'humain. Exemple, atteindre son objectif financier ou Mhm. d'épanouissement professionnel ou autre. On ne rentre pas dans les détails. Mhm. Good pour vous, Oui. on continue. Donc, l'importance vraiment, c'est de personnaliser en fonction des personnes. Ça, je pense que vous l'avez tous bien compris. On arrive sur la présentation du prix. Alors là, c'est quelque chose qui est quand même très important. Euh, on terminera par quelque chose qui va être aussi super important, c'est la partie du rejet. Ici, sur la présentation du prix, il y a plusieurs choses. Déjà, énormément de personnes ont une difficulté à l'annoncer.
C'est un moment qui est vraiment redouté, alors qu'en fait, il ne te demande pas d'effort. Je dis souvent, tant que tu n'as pas cette certitude d'annoncer le prix, tel que ta boulangère t'annonce le prix de la baguette le matin quand tu vas à la boulangerie, Mhm. c'est que tu as toujours un travail à faire sur toi. Ça veut dire que quand tu vas à la boulangerie, la boulangère, elle te dit, ça vous fera 1,05 €, monsieur. Ça vous fera 1,10 €, monsieur. Ça vous fera 2,80 €. Elle le dit d'une légèreté et d'une facilité, tellement elle est convaincue que ça vaut sa valeur. Et donc, toi, tant que tu as cette crainte, cette peur d'annoncer ton prix, c'est qu'il y a quelque chose à travailler sur cette confiance, sur cette certitude, sur cette estime de toi au fond de toi. Mhm. Donc ça, c'est un travail que tu peux faire juste en face d'une glace, de l'annoncer et de voir comment tu te sens quand tu annonces ton prix. Donc, c'est pourtant quelque chose qui ne te demande pas d'effort, mais c'est pourtant quelque chose qui, malheureusement, bloque la majorité des professionnels de l'accompagnement qui vont annoncer leur prix. Parce que, comme je dis souvent, la vente, c'est un transfert de certitude. Et donc, si tu as Mhm. peur à annoncer ton prix, ça se ressent dans ta voix, dans ton timbre, dans ce qui est non verbal. Et quand Mhm. ça se ressent, bah, ça met une alerte dans la tête de ton prospect. Donc, c'est super important de travailler sur cette certitude d'annoncer ton prix. Mhm. Je dis souvent, si aujourd'hui, tu n'es pas certain de proposer ton offre à 3 500 € par exemple, propose-la à 3 000 € si tu es plus aligné. Tant que tu ne gagnes pas dans cette certitude, ne va pas dans un terrain qui te pose des problèmes. Oui, c'est pas un simulacre de certitude, c'est une véritable certitude. C'est exactement ça. Tu as besoin d'être certain de la certitude au fond de toi que ça vaut ce prix-là. Mhm. Si tu es certaine au fond de toi, tu n'auras pas de mal à le dire. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent le fil et qui transfèrent cette incertitude et cette peur à ce moment-là de l'appel. Mhm. Deuxième point, la mise en forme du prix. Quand vous choisissez un prix, évitez un chiffre rond. Pourquoi? Mhm. Pour deux raisons. La première chose, c'est que quand on fixe un chiffre rond, euh, ça interpelle, en quelque sorte, c'est interprété comme un prix qui est fixé à la louche. Ça Mhm. fait 2 000 € tout rond. Ça fait 3 000 € tout rond. Et deuxième point, comme c'est interprété comme un chiffre qui est fixé à la louche, ben, ça peut donner l'envie de négocier. Mhm. Tout à fait. Si je te propose un prix à 4 997 €, c'est pas la même chose que si je te disais 3 000 €. Mhm. 4 997 € égale et synonyme de le prix, il est calculé minutieusement. Et rien ne t'empêche après de mettre un chiffre rond. Je te donne un exemple. Tu peux proposer un prix, par exemple, aujourd'hui à 6 997 € en paiement en deux fois. Ou, si tu décides de payer en une fois, eh bien, je fais un gel de mon côté, donc du coup, le prix te revient à 6 000 €. Mhm. Donc, j'ai fermé la porte à tout type de négociation possible. Mon prix, il est de là, en paiement en deux ou trois fois. Tu peux le mettre en trois fois si tu veux. Et si toi, tu décides de payer en une fois, ce qui, moi, en tant qu'entrepreneur, m'arrange parce que ça fait de la trésorerie directe, eh bien, je te propose moi aussi une réduction commerciale. Et ça ferme la porte à tout type de négociation et on est carré dans le process. D'accord. Dans le pitch, il y a certains mots à bannir. Ouais. Le mot dépense, le mot coût. Forcément, c'est vraiment des mots à bannir parce qu'il n'y a pas de dépense, il n'y a pas de coût. C'est Non, un investissement que vous proposez. Et donc tout ça, à c'est fait. quand même très important à ne pas l'oublier. On vend pas des voitures. Exactement. Exactement. On ne laisse pas de silence après l'annonce du prix. Beaucoup de personnes, y compris moi, il y a quelques années, euh, quand on annonçait le prix, il y avait un silence. Il y avait un silence. On nous disait, quand vous annoncez votre prix, le premier qui parle, il a perdu. Oui, Fausse je me, erreur. je me Grosse erreur. souviens de cette idée. Ouais. Grosse erreur parce que psychologiquement, quand il y a un silence, la seule chose à laquelle la personne elle pense, c'est le prix. Alors que le but, en fait, c'est qu'elle pense à la valeur perçue de l'offre et non pas uniquement au prix. On veut que quand on pitch, la personne fasse des ponts entre le prix et la valeur perçue de ton programme, les différentes étapes de ton programme, de ce que tu proposes comme service et comme offre, pour qu'elle puisse se Mhm. projeter. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de ce principe-là, il est fort mieux, il est vraiment mieux
de pitcher en commençant par le prix. Je reprends un exemple du début, quand j'ai commencé à présenter mon offre. Donc, mon offre s'appelle XYZ. Elle est composée de 2 composantes. C'est une offre qui est sur 3 mois d'accompagnement. En termes d'investissement, mon offre, je la propose aujourd'hui à 6 997 € en paiement 2 ou 3 fois. Ou pour les personnes qui décident de payer en une fois, j'enlève les 997 € ou les 697 €. Donc, ça fait un paiement tout rond de 6 000 €. Donc, je te disais que mon offre, elle est composée de 2 composantes. Il y a un quoi et un comment. Et ensuite, j'enchaîne. Vous avez vu, j'ai pitché mon offre en mettant le prix initialement. Et donc ici, il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui vont être figés par le prix parce que ce n'était pas ce qu'ils s'attendaient. Ils s'attendaient à beaucoup moins cher. Et c'est bien parce qu'ils vont voir la valeur derrière. Même s'ils vont être fixés sur le prix, leur conscient et inconscient ils vont quand même enregistrer cette présentation. Et ça va leur permettre de faire des ponts. Et tu as certaines personnes qui, le prix ne va pas les captiver. Et c'est bien aussi, parce que la valeur perçue va les captiver derrière. Alors que quand on présente le prix à la fin de l'appel, comme on a vu initialement, l'être humain, par définition, retient beaucoup plus la fin et non pas le milieu au début. Et donc, ils vont retenir uniquement le prix, sans faire des ponts sur la vraie valeur perçue de votre accompagnement, de votre programme, de votre pitch. Ok, donc le prix, on le positionne au début, comme ça nous laisse le temps ensuite d'expliquer quelle est la valeur de notre offre. Psychologiquement et par rapport aux dernières découvertes neurosciences sur le cerveau de l'être humain, c'est la chose la plus adaptée pour que l'être humain ne se focalise pas uniquement sur le montant, mais pour qu'il puisse aussi être captivé par la valeur perçue de ce que tu proposes. Ok, et on ne laisse pas de silence, pour résumer. Et on ne met pas de silence. Silence égale, je te pousse à réfléchir en fait sur uniquement le montant. Donc, quand on a fini de pitcher, forcément, on arrive sur les 3 questions fondamentales, qui est est-ce que par rapport à ce que je t'ai proposé, ça correspond réellement à ce que toi tu recherches aujourd'hui pour avancer? Vous attendez la réponse. Ensuite, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que je t'ai partagé? Vous attendez la réponse. Pourquoi, selon toi, ça en particulier, c'est important pour toi? On a besoin de comprendre qu'est-ce qui lui plaît le plus dans ce qu'on lui a proposé, partagé, et donc de s'assurer que ça correspond 100% à ce qu'il recherche. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je remarque qu'on termine avec un ancrage très positif sur notre offre. Est-ce que ça, déjà, on valide le fait que ça corresponde aux besoins. Ensuite, qu'est-ce qui te plaît le plus avant de terminer l'échange? En fait, le pitch de vente, c'est moins une présentation, parce que j'avais utilisé dans ma description le terme de présentation, qu'un échange, finalement, autour de l'offre. Alors, est-ce que c'est moins une présentation qu'un échange? C'est Oui, à la parce que fois une normal, présentation c'est ça, ouais. et un échange. Il ne faut pas que ce soit un monologue. C'est sûr que si tu fais un monologue, tu perds la personne et tu n'es pas sûr qu'elle a compris la moindre phrase de ce que tu lui as dit. Tu intègres la personne avec toi dans l'échange, dans la présentation. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Est-ce que tu as compris cette étape-là? Est-ce que tu vois pourquoi j'ai fait ça? Oui. Feedback et questions. Effectivement, je propose que les présents posent leurs questions. On est un peu plus nombreux qu'au début là, et donc je vous propose, si vous voulez poser des questions, de lever la main, et puis les premiers qui lèvent la main. Vous avez vu, vous avez une petite icône réaction en bas. Voilà, on a Ariane qui lève la main. Donc Ariane, je te laisse réactiver le son. Tu es la première à avoir levé la main. Alors, merci Rachid pour. J'ai pas spécialement de questions, mais ce qui était intéressant, ce que j'apprends dans les tips que tu as donnés, bon, le 997, les chiffres plus par rond, c'est plus attractif. Mais ce que je retiens, c'est aussi la manière de dire que d'une fois que tu annonces ton prix, c'est de ne pas faire de silence, d'enchaîner directement de la conversation, en fait, de ne pas laisser le doute se semer et de voir derrière.
j'ai appris aussi tout ça avec Yannick Alain. Je suppose que tu connais très bien aussi, Rachid. Oui, Donc voilà, on a eu des approches mais les tiennes sont tout à fait intéressantes. Il est vrai que c'est intéressant aussi de travailler sur la confiance en soi. L'image de soi, c'est vraiment la base pour pouvoir travailler sa timidité avant sa prise de parole, parce que tout ça, c'est vraiment un travail de fond. Et, euh, et franchement, j'adhère tout à fait à ce que tu expliques. Merci. avec grand plaisir. Merci Ariane. Manu, Oui, Nathalie, donc merci beaucoup parce que c'est vraiment très intéressant, Rachid, la manière dont tu présentes en fait le pitch. C'est vraiment une offre complète, hein. C'est pas du tout ce que moi j'avais comme référence. La plupart du temps, on te dit voilà, ton pitch doit tenir en, je sais pas, 30 secondes ou 80, peu importe. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on repart des bases, c'est-à-dire que on s'appuie sur les fondamentaux. En effet, si tu as pas confiance en toi, en ton offre, si tu sens que ton offre est pas légitime, il y a vraiment un petit sujet de syndrome de l'imposteur. Et est-ce que je pense que, enfin moi, voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui justement se sentent un petit peu gênées par rapport à l'Europe parce qu'ils se disent ouais, mais il y a la concurrence. Enfin, donc c'est vraiment intéressant parce que tu proposes une offre complète avec donc confiance en soi, les socles fondamentaux, estime de soi, le plan d'action, un accompagnement, je dirais, avec suivi d'action toutes les semaines sur une durée qui me paraît cohérente, hein, 3 mois. Donc c'est vrai, tu as réussi à faire une sorte de condenser des bonnes pratiques sur le sujet et je pense que c'est vraiment très intéressant pour réussir, quoi. Yes. Yes. Alors, il y a une chose que tu as commencé par introduire qui est très intéressante, c'est la durée. En effet, on préconise de pitcher assez rapidement, mais ça, c'est une croyance. C'est pas forcément la vérité. Le but, c'est vraiment pas de pitcher rapidement pour passer à autre chose. Au contraire, plus tu passes du temps sur la présentation et l'explication, et plus la personne se projette, elle se captive à l'intérieur de ton programme, et surtout, elle se reconnaît, elle se visualise en train de le faire. Donc, le temps, prend le temps qui est nécessaire pour pitcher. Alors, encore une fois, si tu mets un quart d'heure à pitcher et que l'appel il a duré une demi-heure, oui, ça voudra dire que tu n'as pas assez découvert la personne et donc c'est proportionnel au temps. Par contre, si dans un appel de 45 minutes, tu pitches et que ça dure 10-15 minutes, c'est OK, c'est très bien. En termes de repères un petit peu, on va dire, statistiques et chiffres, la durée du pitch doit représenter 20, maximum 20%, 25%, on va dire, de l'appel. Ok. Ouais, tu rappelles quelque chose d'important, c'est que la première phase, la première partie, c'est vraiment l'écoute active. Ça, c'est un socle fondamental qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc, on Euh, commence impérativement par une phase d'écoute active, complète, dans laquelle Bien on sûr, explore vraiment le besoin du prospect. Ouais. C'est vrai qu'on ne s'est pas absolument. attardé beaucoup sur cette phase, mais il est important de ne pas l'oublier. Euh, Le ouais. socle de l'appel, c'est l'écoute active. Ouais. Si tu n'es pas en mode écoute active pendant toute l'appel, donc la durée de l'appel de découverte ou de diagnostic ou d'éclaircissement que tu mets en place, bah, comment tu veux t'assurer que ce que tu proposes correspond réellement à la personne? C'est impossible. L'écoute active, c'est la priorité. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, je vois Vanessa, Georges, est-ce que vous avez des questions? Et êtes-vous en capacité aussi de les poser? Sinon, vous pouvez les taper et je les lirai éventuellement, si vous préférez. Hop. Laissez un petit blanc, un petit moment. Yes. En tout cas, merci beaucoup. Tu as rappelé beaucoup de choses qui sont... Ah, attends, on a une question. Des remerciements. Bon, c'est Vanessa qui
Avec Il te plaisir. remercie. C'est vrai qu'on sent que ta proposition, que ton support et que ton approche est très aboutie. Voilà. T'as Mm. on sent que tu as de la bouteille en closing, en entretien, en vente, et que tout ça, tu le sors pas de ton chapeau, mais bien d'une expertise bien assise sur de l'expérience réelle. Yes. Yes, j'ai vu une question là de Georges qui vient d'apparaître. Ah oui. Question sur le positionnement. Alors, si c'est positionnement marketing, c'est pas mon domaine. Est-ce que tu peux préciser ta question, Georges? Alors, Oui, Ah, alors super. voilà, c'est très simple. Bonjour Achille. Bonjour. Moi, j'ai un souci par rapport à ma cible, en fin de compte. De plus en plus, là, vu que les conditions économiques sont en train de se durcir, j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir pour arrêter de fumer. Je suis hypnothérapeute, hein, je suis spécialisé en sauvage tabagique, qui Mhm. viennent me voir pour arrêter de fumer, qui sont des gens qui ont des petits budgets et qui butent sur le montant de mon offre. Mon offre, en fin de compte, c'est un package à 250 euros. Euh, j'ai du mal à me positionner par rapport à ça parce que moi, je leur vends quelque chose qui va les aider à faire des économies, mais ils ont du mal à passer ce barrage initial-là, tu vois. Et je ne Mhm. sais pas trop comment leur présenter ça, en fin de compte. Alors là, si je comprends bien aujourd'hui, les personnes qui viennent vers toi, ce sont des personnes qui pensent que ton offre, elle est trop chère ou ils ne s'attendaient pas à ce prix-là. Pour beaucoup, oui. Première. À Nantes, je suis le plus cher du marché, si tu veux. Ok. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. Il y a des réponses marketing, il y a des réponses au niveau de la vente. Les questions que tu dois te poser en marketing, c'est déjà est-ce que tu attires les bonnes personnes? Est-ce que tu attires les bonnes personnes et comment tu peux faire pour être plus précis dans ton ciblage et n'attirer que les personnes qui ont vraiment envie de s'en sortir et qui ont aussi les moyens financiers. Malheureusement, c'est aussi un critère. Je te donne un exemple. Si dans mon marketing, je m'adresse à toutes les personnes qui sont désireuses de vouloir arrêter de fumer, il se peut que j'ai 80% de la population qui soit femmes au foyer, que j'ai rien contre les femmes au foyer. Attention, c'est juste un exemple pour être captivant ou les messieurs au foyer qui ne travaillent pas et qui sont RSA et qui vont en fait prendre un rendez-vous avec toi. Est-ce que ces personnes-là font partie de ta cible? Donc par contre, si je précise dans mon marketing que j'accompagne les cadres d'entreprise ou les chefs d'entreprise qui sont désireux d'arrêter de fumer pour un bien-être et une longévité de vie, bah là, je m'adresse à des personnes qui ont un moyen et un pouvoir d'achat. Donc ça, c'est la première question, c'est vraiment la question marketing. La deuxième réponse au niveau vente, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse plus parce que c'est vraiment mon domaine, est-ce que la valeur perçue de ton programme, quand tu le présentes, elle est bien détaillée? Est-ce que ces personnes arrivent à se projeter? Est-ce que tu as une structure dans ton pitch qui les fait voyager pendant l'appel à se projeter en train d'arrêter de fumer? Est-ce que tu mets bien une histoire avant le pitch pour qu'elle puisse se reconnaître dans la personne de Georges ou de d'autres personnes qui ont testé cette méthode-là et qui ont arrêté de fumer? Donc, il y a des réponses marketing, il y a des réponses vente. C'est pas une science exacte, c'est vraiment de voir et de tester différentes approches. D'accord. Euh, Au niveau marketing, si tu veux, j'ai une offre qui est relativement, qui s'adresse un petit peu à quand même beaucoup de gens. C'est pas une offre très resserrée puisqu'au début, si tu veux, je travaillais essentiellement sur le tabac. Maintenant, je suis un petit peu plus ouvert, mais là, je travaillais essentiellement sur le tabac. Et sur le tabac, tu as toutes sortes je rencontre toutes sortes de catégories socio-professionnelles, en fin de compte. J'ai des cadres qui viennent me voir, j'ai des gens qui sont au RMA, au RMI, pardon, au RSA, Mhm. Mhm. j'ai toutes sortes de personnes. Et c'est cette catégorie-là, si tu veux, la catégorie à petit budget. J'ai l'impression que eux, je ne sais pas leur parler, en fin de compte. Hmm. Ok, intéressant. Donc, c'est ton positionnement, c'est les personnes qui viennent vers toi et tu sais pas comment leur parler, c'est bien ça? Oui. Est-ce que tu penses que cette catégorie, elle a les capacités de se financer, d'investir sur un accompagnement avec toi? Alors, j'en ai eu pas mal qui ont investi, oui, puisque en règle générale, allez, les plus intelligents, je dirais, comprennent qu'ils vont gagner de l'argent en investissant une petite somme au départ. Mhm.
Très juste. J'en ai beaucoup qui butent contre la somme initiale. Mm. Maintenant, je suis aussi conscient que ceux-là ne sont pas les plus motivés. Ok. Et est-ce que tu fais justement un exemple de calcul avec eux tout simple? Oui, On oui, l'appelle je leur montre ce qu'ils ont à gagner sur un an. sur un an. Peut-être que un Oui, an, justement, c'est trop long pour eux, mais peut-être le faire sur 6 mois. oui, peut-être, oui, effectivement, tu as raison. Ton Ouais. accompagnement, c'est quoi? C'est juste une séance? C'est plusieurs séances? C'est Non, quoi? c'est deux séances. 2 séances? Ok. Deux Et ces Bon. séances séances, avec tu les factures à combien? 250 euros. Donc les deux, c'est 500, c'est ça? Non, c'est 250 euros pour le tout, Pour le tout. Ok, pour les deux 250 euros. séances. Ok, deux Oui. séances. Une personne qui fume un paquet par jour, c'est 12 euros, je crois. Donc, c'est en 2 semaines, les 250 euros, elles sont rentabilisées. C'est clair? Donc, fais un exemple sur 2 semaines. Le coût, le coût que tu vas investir avec moi sera rentabilisé dans 2 semaines. Et regarde ce que tu gagneras pendant 11 mois et 2 semaines. D'accord. Ouais, Georges, j'ai eu un client comme ça pour de l'arrêt du tabac il y a pas hyper longtemps. Je lui ai fait combien par mois? Donc, il m'a dit 500 euros à peu près par mois. Combien à l'année? 6 000. Combien sur 10 ans? Ah, 60 000. Et sur 20 ans, ça fait combien? Puis je lui faisais calculer. Ah, 120 000. Ah, 120 000, ça commence à ressembler ou à un appartement ou à une petite maison en province. Et ça fait combien de temps que vous fumez? Ah, 10 ans. Ah, avec 240 000 euros, vous auriez pu acheter une vraiment grosse maison et éventuellement la mettre en location. Ça vous aurait peut-être même permis d'arrêter de travailler. Le fameux travail qui vous stresse tellement. Et on a fait une projection comme ça sur donc un mois, puis un an, puis 10 ans, puis 20 ans, si on prenait tout son tabagisme. Ouais. Et en fait, voilà, la somme était tellement énorme que ça a eu l'effet déclic. Et je l'ai fait calculer. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, effectivement, vu comme ça peut être très attractif. Oui. Et après, tu ramènes au prix de ton offre. À votre Oui, avis, entre oui. 240 000 euros et 250 euros d'investissement pour se sevrer. Vous choisissez Oui, quoi? t'as raison. En fin de compte, j'ai pas choisi la bonne durée, je pense. Bah, tu peux y aller progressivement dans la J'aurais projection. dû. Ouais. Et sachant, Oui, on oui, part de l'hypothèse Mm. que ça ne va pas augmenter. Ce qui est une hypothèse très Oui, bien sûr. optimiste. Oui, c'est clair. Mm. Ok. Oui, C'est bon pour toi, Georges? oui, c'est bon pour moi. Il y a Vanessa qui Super. pose une question. Merci. Yes, Merci, avec Georges. plaisir. Alors, en fait, j'ai une question. Si après le pitch, le prospect dit non, est-ce que ça vaut le coup de leur demander pourquoi juste après? Ah oui. Une personne qui dit non, comment? Qui dit non à quoi? Qui dit non par rapport au prix? Par rapport à quoi? Est-ce que tu peux me donner un peu plus de contexte, Vanessa? Ouais. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Ah, la réponse. Je peux pas parler, donc Désolée, je je vais ne peux taper. pas Ok, parler, je vais taper oui, 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 pas de ok, souci. vas-y. Parce que Si en tu même veux, temps, je fais j'introduis un Vanessa. petit peu. Voilà. Parce qu'en fait, il y a plusieurs possibilités. La personne, elle dit non. Si elle dit non, déjà, si elle dit non par rapport à l'offre, Mm. on doit se poser la question, est-ce que j'ai bien fait de pitcher? Mhm. En Non, général, si je finalement, on ne pitch, peut pas. Ah oui, sans préciser. il dit non, finalement, on peut pas. On peut pas, mais par rapport à quoi? Est-ce que c'est financier? Je peux pas parce que c'est trop cher, ou je peux pas parce que j'ai pas le temps, ou je peux pas parce que ça correspond pas à ce que je recherche, ou je peux pas parce que j'ai peur de ne pas y arriver. C'est quoi le? Parce que si elle te dit non, oui, mais non par rapport à quoi? Mm. Oui, parce que ça tombe sur une objection très facile à Exactement. lever. Exactement. Très facile Par à contre, si elle lever. te dit non, mais non sans explication, là, la première question à te poser, c'est est-ce que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que je devais pitcher ou pas?
Ouais, est-ce que j'ai présélectionné mon prospect correctement? En En fait, effet. pendant le pitch, le prospect a dit que le service correspondait. OK. Pour elle, elle est partie Ah, parler à son partenaire. OK. Donc, c'est pas un non définitif. Et d'ailleurs, un non n'est jamais définitif. Ça, retenez bien dans la psychologie de la vente. Un non d'aujourd'hui peut se transformer en oui dans 3 mois. mm. Donc, elle est partie en parler à son partenaire. Donc ici, c'est pas un non. C'est juste, je dois en parler avec mon partenaire. Euh, on peut traiter ça de la manière suivante, tout simplement de lui dire, OK, je comprends tout à fait. Moi, je suis pour la paix des ménages aussi, donc je comprends tout à fait que tu puisses vouloir en parler à ton partenaire. Est-ce que déjà ce que je t'ai partagé, ça correspond réellement à ce que toi tu recherches aujourd'hui pour avancer? Oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus? A, B, C, D. À son partenaire business, OK. Pourquoi ça te plaît tellement? Ok, très bien. Quand tu me dis que tu dois en parler à ton partenaire business, chose que je comprends tout à fait, est-ce que déjà tu as toutes les informations nécessaires de ton côté pour pouvoir lui en parler ou est-ce que tu aimerais qu'on revienne sur certains points? On s'assure, on fait un entonnoir. Ça lui correspond bien à lui, tout est ok. Est-ce qu'il a toutes les informations ou elle a toutes les informations pour en parler avec son partenaire business? Ok. En général, à ce stade-là, je propose deux choses. Soit effectivement, on programme un rendez-vous à trois pour que je puisse en parler avec ton partenaire de business aussi et qu'on puisse avoir un échange sur cette présentation, que je puisse aussi répondre à ces questions si nécessaire. Ou si tu as toutes les informations, je te laisse voir cela de ton côté et on se programme un troisième rendez-vous ensemble, uniquement que toi et moi, une fois que tu auras parlé avec ton partenaire. Qu'est-ce que tu en penses? On ne part pas d'un appel tant qu'on n'a pas fixé un deuxième appel. Si et seulement si on est sûr de pouvoir aider la personne. Voilà. Ok. Moi qui suis formée en négociation, une des premières choses qu'on nous apprend, c'est que la négociation commence avec le non. Donc c'est juste le début de la discussion. Parce que souvent, les objections peuvent être levées. Moi, il y a quelques jours, j'ai eu un non parce que j'ai pas le temps de caler des rendez-vous. C'était pour un bilan de compétences. Je dis, OK, on n'est pas obligé de le démarrer maintenant, le bilan. Il peut être démarré dans 2 semaines, 3 semaines. Ah bah, je vais voir avec ma hiérarchie pour dégager des demi-journées. Et puis voilà, on a signé un bilan de compétences. Il fallait juste temporiser le temps que la personne s'organise. Souvent, la négociation commence avec le non. C'est flagrant en négociation immobilière, où on fait une offre au début, quand on a l'habitude de négocier un peu dur. En général, en face, on a un non, et alors la négociation commence avec la contre-offre. Et c'est pour ça aussi qu'il faut rester cordial, parce qu'il ne faut pas braquer la personne Absolument. en face et se souvenir que c'est le début de la négo. Est-ce qu'on a bien répondu à ta question, Vanessa? Yes, super. Ok, super, Super, super. c'est top. Eh bien, à 13h, j'ai un rendez-vous. Ah oui? Ouais, j'ai prévu 1 heure. En Waouh! tout cas, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir partagé avec vous ce moment. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou d'autres choses, n'hésitez pas à les Ouais, partager à Nathalie, qu'elle me les partage avec et on plaisir. verra comment pouvoir répondre à vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup, Rachid. C'était super. Je t'aurais bien proposé comme exercice de pitcher l'offre masterclass, mais puisque tu pars, tu pars. Est-ce que En tout ça t'a cas, plu? bah oui, Ouais. c'est toujours un kiff, tu le sais. Euh, j'ai cet acronyme qui s'appelle ACT. Une Ouais. fois que j'ai appris, une fois que j'ai compris, je sais transmettre. Donc, on Mm. apprend, on comprend et on transmet. Donc, c'est un grand plaisir. C'était un grand plaisir pour moi également. Je te souhaite un bon rendez-vous et à très bientôt, Rachid. Ciao, ciao. Super. Merci, Salut à merci tous. Salut infiniment. Georges. Salut Manu. Salut Vanessa. Salut Ariane. Et salut à tous ceux qui nous regardent. Merci Et je vous dis beaucoup, au Rachid. plaisir. Ciao, Avec c'était grand plaisir. super. Merci Salut beaucoup. à Merci, Oui, tous. à Rachid. LinkedIn, Rachid. Au Salut. plaisir. Ouais. Bye Bon après-midi. Au bye. revoir. Bon Merci. Bye. après-midi Au à revoir. Bye. tous. Bye. À bientôt. Bye. Au revoir. Bye.